Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Dans cet épisode un peu particulier, je reçois Patricia Asensi-Ferré. Contrairement aux précédents épisodes, je n'ai pas accompagné Patricia dans sa réflexion autour de sa raison d'être pour trouver un job qui serait au service de sa vie et pas l'inverse. Son cheminement, il s'est dessiné autrement. C'est un accident de la vie, un cancer, et sa capacité remarquable et remarquée à transformer un citron amer en limonade qui l'ont conduite à créer sa juste place dans le monde. Si je tenais à recueillir son témoignage aujourd'hui, c'est pour cette raison-là, mais aussi parce que chacune à notre manière, elle, au sein des entreprises et moi plutôt au niveau individuel, nous accompagnons la vulnérabilité au travail. Et aussi parce que elle et moi, nous partageons cette même conviction, devenue au fil du temps, en tout cas pour moi, un véritable combat. Le travail doit pouvoir être un facteur d'apprentissage et d'épanouissement. Le travail doit pouvoir épanouir et non nuire à l'humain. L'engagement de Patricia, il date pas d'hier. Déjà dans nos jeunes années, elle portait ses valeurs au Sénat pendant que moi-même, j'étais à l'Assemblée nationale. Mais c'est un accident de la vie, donc un cancer, qui va profondément transformer son regard et orienter le reste de son parcours. De cette épreuve naîtront deux missions qui ne la quitteront plus. D'une part, la santé des femmes, trop longtemps négligée par la recherche, et la capacité des entreprises à reconnaître, accepter, prévenir et accompagner la vulnérabilité humaine en leur sein. À travers l'association Envie de résilience, Patricia œuvre depuis plusieurs années pour faire de ce sujet un enjeu collectif et non une simple responsabilité individuelle. Car si la vulnérabilité fait partie de la condition humaine, alors il est normal que les organisations aient aussi un rôle à jouer. Dans cet épisode, nous parlons des points de bascule qui changent une vie, de l'engagement comme moteur, de la maladie et de la double peine vécue par ceux qui tombent malades et se retrouvent placardisés à leur retour au travail. Nous évoquons aussi Maxime Revers, l'art d'apprendre à danser sous la pluie, la performance humaine durable et même notre lassitude commune face à un mot parfois devenu beaucoup trop galvaudé, celui de la résilience ou celui de la bienveillance en entreprise qui, en tout cas, à mon avis, ne peut pas exister dans cet ordre-là. Une conversation donc profonde, lucide et profondément humaine qui nous rappelle que là où la vie nous fait trébucher se cache parfois, pour qui accepte de la regarder en face, une invitation à emprunter enfin son propre chemin. Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cap sur Ikigai. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Patricia Asensi-Ferré, qui est une femme très occupée, qui a plusieurs casquettes, plusieurs étiquettes que je vais nommer un peu comme ça, évidemment, on y reviendra. Entrepreneur social, assopreneur, conférencière et surtout, ce qui nous intéresse, fondatrice d'Envie de résilience, dont l'objet, c'est de la résilience professionnelle, donc au sein du monde du travail, au sein des organisations professionnelles. Ça nous intéresse, nous, forcément, à Cap sur Ikigai, parce que le travail, le monde du travail, c'est un de nos terrains de jeu voilà, quotidiens. Et Dieu sait que j'accueille ici des personnes qui pourraient parler de cette résilience, alors plus ou moins forte ou pas, je ne sais pas, ce serait intéressant d'en discuter, ou en tout cas diverses.
je voudrais faire un petit retour en arrière avant de venir sur le sujet qui nous préoccupe. Sur le fait que, nous, on aurait pu se connaître dans les couloirs, de nos assemblées. Toi au Sénat, moi à l'Assemblée. Donc engagée, tu l'étais déjà avant, on peut dire ça comme ça. C'est aussi, ce qui me caractérise. Mais voilà, tu étais sur ton chemin, et une épreuve s'est présentée à toi. Et c'est de cette épreuve, qu'est née petit à petit ta reconversion. Est-ce qu'on peut revenir à cette époque-là et pour que tu puisses peut-être un peu nous dire, à ce moment-là, qui étais-tu? À quoi ressemblait ta vie et quel était ton combat? Waouh! Bah, bonjour déjà Violaine. Alors, qui est déjà posé la question de dire: «Qui es-tu?» En ce jour d'enregistrement, je me serais posé deux-trois fois la 2-3 voilà, 2-3 secondes pour réfléchir. Là, qui j'étais avant le 14 février 2013 puisque, ce point de bascule, il est daté, c'est une date historique. Alors 14 février, voilà, pour la Saint-Valentin, 2013 pour les superstitieux. Donc Saint-Valentin plus superstition, égale annonce d'un cancer du sein, effectivement, 2 mois après la naissance de ma fille. Donc, j'étais une jeune maman, ça Ouais. ça c'est le cas. J'étais déjà une amoureuse, c'était le cas. J'étais déjà placardisée par mon employeur. C'était le cas puisque, moi après le Sénat, j'ai travaillé pour un établissement public culturel et en 2012, il y a eu un changement de majorité et comme ils ont été très courtois, ils ont placardisé ceux qui avaient été, recrutés par la personne qui était là avant. Donc j'étais sans doute en souffrance professionnelle, ça c'est sûr, en souffrance éthique, ça c'est sûr. J'étais combattante, mais combattante un peu abîmée, combattante qui tapait la tête dans des monuments historiques en disant: «Tout ça n'est pas logique, tout ça n'est pas juste, tout ça est irrationnel. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Il y a pas de raison que ça fonctionne comme ça». J'étais un peu tout ça. Qu'est-ce que j'étais d'autre? J'étais parisienne, Mmh. je ne le suis plus. Qu'est-ce que j'étais d'autre? Qu'est-ce que j'étais d'autre? Hem Ouais, j'étais tout ça. J'étais en début de conscience peut-être un petit peu Ouais. de qui je suis Mmh. et en tout cas, c'est clairement un point de bascule, en fait. C'est vrai que moi, j'aime bien quand on parle de résilience, parler de, voilà, de ce qui va se développer de nouveau en dépit d'une circonstance, extraordinaire, exceptionnelle, traumatique, hem, c'est le point de départ de qui je suis résolument aujourd'hui. C'est comme si avant, j'avais les racines et un peu de tronc et que maintenant, voilà, j'ai déployé tout ça. Ça a révélé tellement de choses, tellement de choses. Et quelque chose, où je me retrouve aussi dans le sens où peut-être que dans une première partie de la vie, peut-être de manière un peu, naïve, on attend de la vie qu'elle se passe d'une certaine manière, avec certaines règles et on prend pour acquis un certain nombre de choses. Que si on pose tel acte, on devrait arriver là, que et donc on est un petit peu dans ce truc, le monde fonctionne pas comme on veut, mais pas en mode du coup ça me donne des ailes pour avancer puis le transformer, mais plutôt un peu en mode Calimero, quoi. Est-ce Alors, qu'on pourrait le ça dire comme fait ça? écho alors c'est marrant, ça fait écho mon nom de jeune fille, c'est Ferré. Donc en fait, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'on la 1re partie de notre vie, on va reproduire les rails, on va ou reproduire les rails ou opposer, produire d'autres rails, mais en tout cas, je pense qu'on est dans des comportements qui sont plus automatiques et puis Mmh peut-être avec cette croyance, peut-être qu'il y a un chemin ou un autre, qu'il y a une direction ou une autre, qu'il y a des bifurcations. mh. Et là, moi, je suis tombée il y a pas très longtemps, il y a un auteur que j'aime beaucoup, un philosophe qui s'appelle, Maxime Rovert, donc c'est Maxime, j'ai un petit doute sur le prénom et Mmh. qui donne en fait, l'image de se dire: «Mais en fait, est-ce qu'on a tendance à vouloir dans la vie te dire à un moment: "Bon alors, où est-ce que je vais? Est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là?" Comme si à l'entrée de la forêt, je devais choisir une direction et en fait, il fait un parallèle avec l'océan en disant que finalement on pourrait tous être des chapeaux dans l'océan, des chapeaux différents, on n'aurait pas la même couleur, la même forme, la même épaisseur, la même texture et on est par contre tous, en fait,
tributaire quand même, Mmh. d'une pression atmosphérique, de creux de vagues, de Ouais. vent, de différents éléments qui font qu'en fait, on est toujours à la fois dans une interaction, dans des interdépendances et que finalement, il y a pas un moment, il y a pas de carrefour dans l'océan, en fait. Donc, mais par contre, ce moment où finalement je prends conscience et c'est peut-être un peu voilà, on va faire un peu nos philosophes, ou nos psychos illustrés et Mmh. sortir les travaux de Cynthia Fleury quand elle parle de Tout à fait. l'individuation. Mais ce moment où finalement, de par l'épreuve, de par la rencontre avec moi-même, il va se passer quelque chose et peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de conscience dans les choix que je fais, même si on se rassure, on se prend toujours les pieds dans le tapis parce qu'un tapis cache un autre tapis qui cache un autre tapis. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue là de peut-être d'un peu plus de conscience, d'un peu plus de sagesse, d'un peu plus d'expérience, d'aller regarder un peu différemment et ouais, c'est peut-être moins tracé et il y a peut-être plus d'indulgence avec ça et en tout cas de moins d'attendre que ça se passe à tout prix comme Oui, ça d'une manière ou d'une autre, en fait. oui, et qu'on ne doit rien et qu'il y a rien de tracé, qu'on est des êtres d'évolution au milieu d'une vie qui, a son sac, son ressac. Tu parlais de l'océan, moi évidemment ça me parle beaucoup, je suis près de l'eau, comme toi d'ailleurs Moi, je suis près de la et forêt, moi, je suis la Bretagne. forêt. Maintenant, je suis Ah oui, c'est Bretagne de vrai, forêt, tout près de c'est Brocéliande. vrai, plus proche de la forêt que de l'eau, ouais, même si, et ouais, une forme aussi peut-être de souplesse, d'apprendre un peu à danser, danser Sous avec la la vie, pluie. quoi. Bah, ouais, mais c'est ça, d'apprendre à danser sous la pluie. Effectivement, après, c'est toujours ce sujet de dire qu'est-ce que la vie, la seule certitude aujourd'hui, c'est l'incertitude. Donc, Ouais. qu'est-ce que la vie va nous apporter? Qu'est-ce qu'on trimballe aussi? Parce que finalement, il y a ce qu'on vit, il y a les environnements dans lesquels on évolue. Et puis, il y a aussi les quelques malles, le stock un petit peu d'histoires, de secrets de famille, enfin voilà, de tout ça qui viennent aussi finalement un peu conditionner notre équipement quoi, et nos comportements. Donc tout ça, mais c'est vrai que c'est ouais, effectivement, c'est peut-être ouais, c'est vrai que cette notion de souplesse, Mmh. hem, d'agilité, d'acceptation, en fait, on est plus sur quelque chose où voilà et puis surtout de se dire, ouais, c'est effectivement c'est comme ça. Il y a un moment sans être dans la fatalité, de dire que c'est écrit ou machin, mais de se dire qu'il y a un moment, il y a des états de fait, il y a des principes de Mmh. réalité et qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, sur quoi on peut prendre appui? Tout à fait. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes ressources pour pouvoir, faire face à la nouvelle vague, au nouveau creux de vague? Parce que forcément, il y en aura d'autres. Forcément, il y en aura. C'est une certitude. La seule Mmh, certitude qu'on ait, c'est bien ça et mmh. la solution, voilà, ça va la plutôt la fin qui nous qu'on connaîtra tous, à un moment. Si je reviens à cette épreuve de vie et à ce qui en découlait, comment ça a germé en toi? Comment tout ça, petit à petit, parce que quand on regarde ça sur le papier, on se dit: «OK, on comprend en fait. On comprend que ce qui est passé par toi, tu as envie de le transformer, en faire une matière, parce que c'est la meilleure manière de lui donner du sens». Comment c'est né? Comment ça s'est aligné? Comment tu as pris confiance en toi pour se dire: «Bah, ça, c'est mon truc. Je vais le faire et puis ça va marcher». En fait, je pense qu'au démarrage, ça s'est fait un peu à l'insu de mon plein gré, selon la formule, consacrée. Parce Mmh. qu'au départ, au début, tu es dans le combat, donc en fait, tu te poses pas de questions. Donc au début, c'était soigner. Après, c'était refuser le placard. Après, c'était de se dire: «Mais finalement, ce que j'ai vécu moi, je m'en sors très bien parce que j'ai eu cette chance d'avoir un socle familial, franchement en titane, quoi. D'avoir un homme qui m'aime profondément, d'avoir eu dès le départ, dès le démarrage, là, il y a l'émotion qui vient, mais Ouais. cette certitude que, même avec un sein en moins, je resterai la femme la plus belle dans ses yeux et que c'était pas une formule et que c'était une réalité. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce socle-là. Du coup, pour pouvoir affronter le fait que dans le monde du travail, cette réalité, c'était pas du tout la même. Et donc, Ouais. spontanément comme d'autres et je les remercie, on est quelques-uns, quelques-unes à se dire, bah, de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, pour éviter que d'autres subissent aussi une double peine, de la même manière? Et donc spontanément, ça a été de se dire: «Bon, bah, voilà, on va questionner, comment on revient au travail après longue absence? Comment on peut accompagner la personne à être plutôt dans un deuxième effet qui se coule, qu'une double peine? Comment on peut accompagner, former manager, équipe, acculturer un peu tout le monde et cetera sur ces sujets?» Donc ça a été
une des pierres, on va dire, de la construction qui m'a amenée vers Envie de résilience, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quoi qu'en disaient les beaux rapports RSE même de l'époque, quoi qu'en disait, la pub un peu marketing sur «Il fait bon travailler chez nous», globalement, quand une vulnérabilité survenait, tu la gardais dans ta poche parce qu'au travail, tu une carte de visite, tu donnes le meilleur de toi-même et tout ça, faut que ça avance. Et en fait et là, je me suis dit, pour moi, c'était tellement dissonant et je voyais, déjà alors, c'était il y a près de 10 ans, donc en fait, les questions des burn-out et cetera, on n'en parlait pas autant, mais on voyait quand même que, les enjeux de santé mentale, il y avait quand même des trucs qui se détraquaient quand même pas mal dans les indicateurs. Mais, globalement, voilà, on pouvait signer des chartes super, cancer at work. Par contre, les questions de santé mentale, déjà, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, je me suis dit: «Mais, je vais jamais réussir à convaincre du bien-fondé d'aller manager, d'aller accompagner les vulnérabilités. Enfin, ça marchera pas». Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est quand même couillon», parce que de l'autre côté, j'avais repéré cette mécanique de la résilience en me disant que la résilience, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui venait remettre de l'huile dans les rouages de la performance et que, si on arrivait à activer ce processus-là au sein de l'entreprise, si l'entreprise était à côté du collaborateur justement pour favoriser ça, ben, on pouvait faire quelque chose. Et donc mon idée, ça a été de me dire: «Écoute, tu vas pas convaincre, les entreprises du bien-fondé de la vulnérabilité. On va aller repérer ceux qui, en dépit, d'un dépôt de bilan, d'un handicap, d'une problématique d'aidance ou que sais-je, continuent de contribuer à la performance, mais la performance en 3D quoi. Mmh. Économique, ça va de soi parce que bon, c'est le nerf de la guerre et on est dans un Ouais. principe de la réalité. Performance sociétale parce que déjà à l'époque, on avait quand même un peu cette conscience-là et aujourd'hui, c'est une réalité. Mais la troisième dimension qui aujourd'hui pour moi est fondamentale et ça vient rejoindre finalement mon engagement, on va dire historique, d'ancienne assistante parlementaire, c'est la performance sociale. Et de se Mmh. dire, il se passe sur le terrain du travail aujourd'hui des choses qui sont liées aux pathologies de la vie, OK, mais il y a des choses qui sont liées aussi à la pathologie du travail Ouais. et qui sont liées aussi à nos fonctionnements, à nos transformations. Hier, on nous demandait de travailler comme des bêtes. Aujourd'hui, on nous demande de travailler comme des machines. On comprend pas pourquoi les jeunes veulent pas s'engager. On comprend pas pourquoi on crame. Bah si, en fait, la bande des surengagés qu'on a été a poussé les murs des limites et en fait, tout ça va pas bien. Donc en fait, tout ça chemin faisant, je me suis dit: «Mais en fait, voilà, allons repérer des histoires qui racontent autre chose parce que, on aime bien les happy end et on va avoir besoin de mesures d'impact pour convaincre effectivement, monsieur ou madame CAC 40 que, ces sujets-là sont pas des sujets de charité, sont pas des sujets de on est des gens bien et on met ça dans nos rapports RSE. Ces sujets sont en fait éminemment stratégiques si on veut performer durablement et je pense que tous ceux qui aujourd'hui qui font du business ont quand même un intérêt à ce que ça dure. Et ben, en fait, si on n'a pas de gestion de risque humain, eh bien ça ne durera pas et en tout cas Mmh. tous ceux qui auront la capacité de sortir ou de s'en sortir, sortiront et on en verra à la casse, des générations et des générations et en fait ça c'est venu aujourd'hui réveiller mon militantisme. Alors celle qui parle là clairement est pas celle du 14 février 2013, hein, je peux plus me déconnecter. On Mmh. est en 2025-2026, il y a des enjeux, démocratiques majeurs. Le monde du travail est quand même en prise aussi à des émotions, très, très fortes qui génère un vent mauvais. Mais c'est sûr que tout ça, chemin faisant, tout ça au gré des rencontres, des conversations qu'on a eues avec d'autres, vient forger aussi des convictions. Et puis à un moment, tu te rends compte que bah, petit à petit, là, Envie de résilience à 8 ans, donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, c'est une entité qui, enfin, c'est, ouais, j'aime bien cette image de bateau, d'équipage. Voilà, mais bon, je veux pas faire un trop long monologue, Ouais. mais en tout cas, c'est sûr que c'est venu forger mon engagement, c'est venu forger des convictions et ce qui est rigolo, c'est finalement comment cet épisode de cancer m'a permis de me mettre en lien avec, mes compétences professionnelles, mes engagements personnels d'avant Mmh. et que finalement c'est venu, aujourd'hui ça a décuplé, ça a changé ma vie, en fait. C'est Mmh. professionnellement, il y a 2 événements majeurs qui ont changé ma vie. Effectivement ce cancer du sein et avant ça, la rencontre avec celui, voilà, qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui est le sénateur qui a eu l'audace de se dire que,
Voilà, ça serait rigolo que je devienne son assistante parlementaire alors que j'avais pas fait Sciences Po et donc j'ai une petite pensée pour Pierre Hérisson qui nous a quittés il y a quelque temps et voilà et donc je pense qu'on a besoin dans nos parcours, quand on a la chance de croiser effectivement des personnes qui nous font confiance, cet effet Pygmalion et puis quand on a la chance, quand on tape dans le dur, d'avoir autour de nous des ressources précieuses, ben, en fait, on a la chance d'être en vie, quoi. Ce qui te fait dire aujourd'hui que tu es vraiment bien à ta place? Ah, je suis à ma place, je suis bien à ma place. J'aimerais avoir plus de moyens, pour agir, parce que, là, on est en train de préparer mon assemblée générale et on a vu tout ce qu'on a fait en 2025. On voit tout ce qu'on va faire en 2026 et qu'on a vraiment cette envie de créer une grosse, grosse communauté citoyenne au travail qui sera ni un parti politique, ni un syndicat. Mais je suis effectivement bien à ma place avec aujourd'hui, des convictions, du concret et des besoins. Par contre, effectivement, là, j'ai besoin de troupes. On a Mmh. besoin d'élargir, on est près de 150 adhérents, donc ça commence à être un peu sérieux cette affaire et voilà, j'ai un bel équipage en interne, tant mon conseil d'administration que Clémence qui bosse avec moi. Mais là, aujourd'hui, on a besoin effectivement de moyens pour les troupes, pour organiser des choses en région, lancer un gros appel autour du 18 juin. Enfin, il y a des voilà, je sais où je suis et c'est assez fou parce que je prends conscience et j'ai pris vraiment conscience là, il y a quelques semaines. Je suis préoccupée par ce qui se passe dans nos urnes depuis longtemps et tu le comprendras parce que voilà, on n'est pas devenu assistant parlementaire totalement par hasard quand même. Non. Mais j'avais pas conscience à quel point aujourd'hui c'était quelque chose sur lequel, je crois qu'on peut vraiment agir en fait et pour la petite blague, je vais avoir 50 ans en 2027 et j'ai décidé que cette année serait une année extraordinaire. Je peux pas imaginer qu'il y ait des choses très moches qui se traduisent dans les urnes et dans notre société, qui nous mettent, les uns contre les autres alors que, la vie, c'est les uns avec les autres, en fait. Donc Mmh. donc Mmh. c'est vrai que ça vient aujourd'hui renforcer quelque chose, ces échéances, électorales, c'est comme si effectivement, voilà, on a fait un puzzle chez AG2R, mais c'est comme si moi aussi j'avais mon puzzle qui se Mmh. mettait vraiment en place avec une vraie énergie derrière. Je me surprends parfois parce qu'il y a des moments quand tu entreprends, il y a des moments où tu dis en termes d'énergie: «Waouh, j'en peux plus quoi, c'est trop lourd» et là, il y a quelque chose ouais, qui nous porte peut-être parce Mmh. qu'aujourd'hui Envie de résilience, c'est un nous, quoi. Mmh. Et je t'admire parce que, il faut effectivement beaucoup d'espoir et de résilience peut-être pour se dire qu'au sein de ces grosses organisations, la résilience peut être bien accueillie. J'avoue que c'est, alors peut-être que c'est le fait que moi je sois une ancienne avocate et Mmh, que moi je travaille plus au niveau individuel, donc j'accompagne des personnes qui ont été cassées en fait par l'entreprise. mmh. Hem Et c'est forcément plus facile puisqu'on a un seul individu et on n'a pas une personne morale, avec plein d'entités et de personnes qui doivent se mettre d'accord et peut-être qui ne pensent pas la même chose. Mais c'est un sujet très fort et effectivement très politique. C'est un sujet très fort, mais en fait, aujourd'hui, l'entreprise, enfin, alors, je dis en rigolant que si je créais l'association aujourd'hui, elle s'appellerait pas Envie de résilience, que la vie Mmh, nous donne suffisamment à en manger pour qu'on ait besoin de résilience dans le monde du travail. mmh, L'entreprise, elle a pas envie de résilience, elle a pas besoin à court terme de résilience, elle a besoin de résistance, elle a besoin de gens qui s'adaptent, qui se suradaptent et en fait, même moi, aujourd'hui, dans ce qu'on promeut dans les actions de formation qu'on dispense en entreprise, le sujet, c'est pas tant la résilience. Le sujet, c'est qu'on a besoin de mettre à disposition des boîtes et des personnes des ressources qui permettent de faire face à l'ensemble des vulnérabilités. Et c'est vrai que mmh, on a eu cette chance de travailler d'une manière très universaliste pour rendre les choses très mmh, pratico-pratiques et de manière mmh, à ce que ça puisse s'adapter aussi bien à l'échelle de la personne qu'à l'échelle des gens. Mais mmh, en fait, la résilience, on n'en peut plus de ce mot de la résilience. Et en même temps, on a raison, mais vas-y, sois résilient encore, vas-y, mange ça, sois mmh, résilient. Je suis résilient, super. mmh, Non, on en a marre d'être résilient, en fait. mmh, On est des multirécidivistes de la résilience et c'est pas le but. Ce qui est mmh, important, c'est encore une fois, c'est plus toutes ces notions de robustesse finalement, de se dire sur quoi je prends appui en fait derrière. Et je pense que les accompagnements que tu dispenses aussi permettent aux personnes d'identifier vraiment quels sont leurs besoins, quelles sont leurs limites et à mmh. partir de là, comment je jardine sur ce périmètre qui est déjà pas mal en fait. Donc je Tout à pense que fait, ça, parce que, c'est fondamental. tout à fait, tout à fait. Et puis la robustesse dont tu parles de ce concept d'Olivier Hamon, il est vraiment, on peut le mettre
À tous les niveaux finalement, mais il me semble que dans la chaîne des priorités, c'est comme si l'humain avait été pris en dernier d'une certaine manière, tellement, j'ai eu l'impression qu'on recyclait mieux les grille-pains grillés, enfin qui étaient, pas bons, enfin qu'on s'est employé à comprendre, la finalité de nos ressources en ce qui concerne la planète, plein de choses, mais finalement que la personne est arrivée comme le dernier sujet, à prendre en compte. Et en tout cas, ce que tu disais, tous les labels, tous les certificats, bon, je veux pas en citer mais je pense qu'on pense au même. Oui, se flatte un peu d'avoir une politique RSE, mais au final, quand la personne est vraiment malade ou quand la personne est vraiment à bout, j'ai rarement eu l'occasion, mais je le regrette et peut-être que tu es là pour ça aussi, de voir une entreprise qui était capable d'accueillir, cette vulnérabilité, ouais. Je pense qu'il y a 2 trucs. Un, celui qui fabrique tout ça, c'est l'humain. Donc, dans un contexte, alors est-ce qu'on est encore teinté, de judéo, chrétien et aime ton prochain comme toi-même, on a oublié le comme toi-même. Mmh. Il y a 2-3 trucs comme ça qui, je pense, philosophiquement parlant, nous font aller un peu comme ça. Mais Mmh. l'entreprise, c'est quand même une somme de personnes Mmh. et si on rentrait vraiment dans la chambre à coucher, même de ceux qui sont dans les comex, comment ça va dans les comex, en fait? Comment ils Ah bah, vont vraiment les gens? Parce que c'est vrai que sous couvert de donc ah nous, non. notre sujet, c'est envie l'idée, c'est pas de faire une révolution. Mmh. L'idée, c'est que chacun au travail soit en conscience de ses ressources. Je suis Mmh. dans le vert, je suis dans le rouge, je suis dans l'orange. À quoi je contribue? À OK. quoi on contribue ensemble? Comment tu me reconnais? Comment je te reconnais, en fait? Et en fait, le truc, c'est que sous couvert de poser, de penser tous les process de la Terre, voilà, parce que effectivement, on est dans l'incertitude. Non, on est dans la certitude, on contrôle, on contrôle, on contrôle, mais on contrôle que dalle, en fait. Et Mmh. par contre, les millions qui sont mis effectivement sur la gestion des risques, il y a peanuts sur la gestion du risque Oh humain parce punaise, que, peanuts. effectivement, il y a une question d'interchangeabilité. Mais c'est vrai Mmh. que le truc qui est dingue, c'est que et à la fois ce qui est joyeux aussi, c'est que parmi, les comex, parmi les CODIR et heureusement, il y a des gens qui sont en conscience, il y a des gens qui sont en Mmh. authenticité, il y a des gens qui cherchent à faire bouger les lignes, mais ça demande beaucoup de courage. Donc sur quoi je prends appui pour nourrir aussi mon courage? Parce qu'aujourd'hui, on a encore un peu le choix de dire on est courageux ou on n'est plus courageux. Peut-être que demain, on n'aura plus d'autre choix, que d'être, des collabos ou, d'être des résistants, en Mmh. fait. Mais Mmh. c'est Mmh. presque à ce niveau-là que ça se joue Que ça se aujourd'hui. joue, Je ouais. m'excuse pour le C'est parallèle, mais ouais, mais tu as tout à fait raison et moi ça me parle et ce qui me fait dire, c'est qu'en fait, je sens plus le mot sincérité. Moi j'ai passé 12 ans en entreprise, d'autres, voilà, beaucoup plus mais oui, je pense que c'est pas parce qu'on est en haut que qu'on va bien. Il y a des handicaps qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles. Il y a toute la problématique de la santé mentale. J'ai vu que, vous étiez, bien intervenus, et c'est vraiment important. Effectivement, on peut se poser la question de savoir, à quel point nos dirigeants, mais quand je parle de nos dirigeants, je parle de en entreprise ou dans le monde, hein. ou en collectivité, mais on va prendre les trucs autrement. Prive quiconque de sommeil, de lien social, de qualité et d'une alimentation à peu près équilibrée. Bah, en fait, le résultat, aujourd'hui, on le sait, en plus, et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant sur tous les travaux avec la psychonutrition, c'est qu'on sait qu'il y a des dépressions sévères qui ont des causes alimentaires. Le Mmh. trouble de sommeil, tu as 75 des personnes qui ont des problématiques de santé mentale qui ont des troubles du sommeil. Ouais. C'est quoi la poule, c'est quoi l'œuf? Donc tu vas dans tous les secteurs de dirigeants, que ça soit les élus, locaux, alors les élus nationaux aussi, mais moi j'ai une petite pensée surtout émue pour nos élus locaux. Mmh. Nos dirigeants, parce que c'est pareil, hein, je veux dire le tissu entrepreneurial français, c'est un peu comme les collectivités, hein. Tu as 80 qui est d'une petite taille. Tu as Tout à fait. 20 de gros et tu as 80 de petite taille. Mmh. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles tiennent, elles surtiennent et cetera et elles Mmh. sont pas elles sont pas équipées. Donc nous, c'est aussi peut-être, tu vois, je me disais, tu disais: «Il faut avoir la foi, il faut avoir l'espoir». À un moment, tu te dis quand peut-être tu as trouvé quelque chose qui peut être utile aux autres, bah, finalement ça te porte, mais tellement fort. Tellement fort. Et je Ouais. vois là, on est en train de créer un espèce une innovation, en fait. On a designé avec une compagnon de la résidence qui s'appelle Émilie Barret, un programme pour les coiffeurs parce qu'on s'est rendu compte que les coiffeurs, alors elle surtout parce qu'elle connaît bien le sujet, mais sont des accompagnants invisibles. Mmh. Mais en fait, ils sont ce qu'on appelle nous les premières lignes. Ils sont en Mmh. première ligne du lien social. Alors il y a les coiffeurs, mais après tu pourrais le prendre le champ tout le champ de l'éducation, tout le champ du soin et cetera.
Et aujourd'hui, ils sont dans une situation psychosociale, mais catastrophique. Mmh. Et en fait, on a tricoté un petit quelque chose qui permettra, on pense et on veut le mesurer, aux coiffeurs de réussir à faire face à cette nouvelle réalité, tout en gardant du goût pour leur métier et tout en gardant une bonne santé. Mais Mmh. ce process-là, finalement, il est et c'est pour ça que c'est assez drôle de voir, mais ça pourrait presque être un laboratoire d'innovation sociale, en fait, Ouais. Ouais, la ouais. coiffure. On l'avait pas Mmh. pensé comme ça. Mmh. Mmh. Mais finalement, comment on peut rééquiper, encore une fois, toi, moi, nous, au travail, simplement à savoir comment je vais vraiment, quels Donc sont c'est mes pour ça points d'appui et tout, ouais, de quand je base, te disais revenir à la du base. coup tout à l'heure, c'est vraiment un exercice de sincérité. On est Mmh, bien d'accord que c'est ça. C'est être capable de regarder en soi, puis d'admettre que, bah, on dort plus bien, qu'on s'alimente plus bien, qu'on est tout le temps stressé, qu'on récupère moins bien. C'est une capacité à se regarder, il y a ça, l'intérieur. mais en même temps, regarde, tu vois, et tu as croisé et tu accompagnes, je sais, des personnes qui sont en situation d'épuisement professionnel. Oui. Tu peux le savoir, enfin, je veux dire, c'est comme quand tu fumes, tu sais que c'est pas bon pour la santé, Mmh. tu sais que mais il y a un moment, en fait, un, le déni protège et puis 2, tu es dans un truc quand tu es sur le toboggan, ça glisse, ça glisse. Donc il y a un moment, il faut agir aussi sur l'environnement, en fait, de Mmh. travail et alors c'est super d'avoir un ballon et un baby-foot, mais l'idée, c'est plutôt d'enrichir le terreau du travail et d'aller proposer des actions, qui permettent effectivement à chacun, voilà, de remettre de la communication, de remettre du lien, de remettre de l'intelligence émotionnelle, de régler les conflits, de faire de la médiation et Ouais. cetera et je Mmh. pense qu'il y a une responsabilité aujourd'hui et en tout cas un intérêt, je pense, pour les entreprises, pour le monde du travail, à venir réenrichir ce terreau-là parce Ouais. que, le problème, c'est que tous les bons, dans le sens, bonté et bons aussi, sont ceux qui crament et donc Ouais. aujourd'hui même nos pompiers prennent feu, même nos Ouais. pompiers prennent feu. J'avais une petite question sur Brené Brown. Est-ce que tu t'es un peu, parce qu'elle est pas super connue en France, elle est plus connue aux États-Unis. Cela étant, aujourd'hui, je ne sais pas où en est sa pensée, vu le terreau politique dans lequel, Mmh. ils sont plongés. Est-ce qu'elle t'a montré le chemin ou est-ce qu'elle fait partie des personnes qui t'ont juste inspiré? Est-ce que Et je vais pas tourner mon écran parce que tu verrais qu'il y a en fait, je suis alors de ce côté-là, il y a moins de livres, mais de l'autre côté, il y en a plein. Moi, j'ai ouais, la chance d'être sédimentée, et d'avoir, finalement forgé aussi mes convictions, sédimentées par, tous les travaux, les lectures, les podcasts, les TEDx et évidemment, ouais, je elle est évidemment ouais. une référence en la matière Ouais. et c'est vraiment intéressant de voir aujourd'hui comment on arrive à compiler parce que finalement sur le champ des vulnérabilités, tu as pas forcément besoin de parler de ce mot. Pareil pour la résilience, pour voir là aussi qu'il y a plein de pièces du puzzle et plein de sources d'inspiration qui chacun dans leur coin, ou avec des coins plus ou moins gros selon et leur audience, selon Mmh. les personnalités, vont influencer tout ça. Donc moi je me dis, ce que je trouve très, très chouette, c'est que finalement tous ceux qui entendent ces petites musiques-là, voilà, qui suivent des podcasts comme le tien, c'est comme un petit filet, tu sais, un petit truc qui se voilà, qui se capillarise là comme Ouais. ça en dessous Ouais. Ouais. et puis à un moment, il y a un moment, il y a un moment où on va se remonter les manches. Mmh. J'aimerais te poser une petite question sur les difficultés que tu as rencontrées, parce qu'évidemment tu en as rencontré, parce qu'à la fois il faut avoir cette force qui permet de allez, de se dire: «On va se faire cette montagne, on va y arriver». De toute façon, sinon on partirait pas, parce qu'il nous faut quelque chose à escalader. Hem, mais bon, il y a des fois, ça semble un peu lourd, on peut baisser les bras. Je comprends mieux maintenant ce que tu mets derrière la résilience. Tu es dans une posture où il faut les amener à lâcher quelque chose ou en tout cas à regarder en face quelque chose. Qu'est-ce qui a été difficile au début? Est-ce que c'est d'être entendu? Est-ce que c'est que le message surprendre un petit peu au début? Enfin voilà, quel type de difficulté tu as rencontré pour permettre aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se mettre aussi en chemin et à qui cette résilience parle, bah de comprendre dans la réalité. Il y a plusieurs mouvements en fait quand on commence à s'engager comme ça, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc qui est plus grand que toi qui t'appelle. Tu sais pas que c'est impossible donc tu y vas, Mmh. parce que sinon effectivement si tu commences à regarder, tu y vas pas. C'est ça, la Donc il y a un fameuse, moment en fait, citation. c'est Ouais. un élan puis à un moment tu te dis: «Mais en fait, tu fais un truc énorme et tout, mais en vrai, qui t'a demandé de faire ça quoi?»
Mais Ouais. qui t'a demandé de faire ça? Et puis finalement, quelle est vraiment ta légitimité sur le truc? Le petit complexe quand même de l'autodidacte et de l'imposteur, il est quand même toujours très, très présent. Mmh. Alors il est Bah, il c'est est bien plus qu'on l'entende à ton quand on est niveau à maintenant. toi, tu vois? Non, mais évidemment, mais au démarrage, après là, le projet, il a enfin, je veux dire, le projet, il a près de 10 ans, quoi. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a ces moments-là où dans les moments de doute, en disant: «Mais en fait, tu portes un truc, le sujet en soi est lourd, entreprendre en soi, c'est lourd, Ouais. développer une structure, c'est lourd, formaliser une pensée, la modéliser, la transmettre, c'est lourd» Ouais. et je partagerai pas mon rapport d'activité parce que c'est vraiment mon sujet du jour. Mais c'est énorme. Donc il y a un moment, tu dis: «Mais en vrai, mais Ouais. un peu comment dire? De solitude, un peu de je te dis et puis encore une fois, mais qui t'a demandé? Et puis, je suis pas la petite fille, justement de ou la cousine de Ponévrone et la petite fille de Boris Cyrulnik, quoi. Je veux dire, qui tu es? Quelle est ta légitimité? En plus, un sujet, alors qui existait dans les entreprises avec le sujet sur les systèmes les systèmes d'organisation, systèmes Ouais. d'information, oui. Mais en vrai, la résilience, c'est dans le domaine de l'intime. 2, en Oui. plus, maintenant, on en parle tellement qu'on n'en peut plus. Même moi, j'en peux plus de parler de ce mot. Mmh. Mais il y a un moment, en fait, je pense que le sujet, c'est toujours pareil. J'en reviens aux ressources et là, c'est les ressources du collectif, en fait. Mmh. C'est avec qui tu œuvres, en fait. Une fois, j'étais tombée sur une grosse pub. Alors, c'était un bâtiment, c'était une entreprise de BTP, je crois, qui disait, en fait: «Bâtir, c'est construire ensemble». Et quand tu es dans l'entrepreneuriat et quand tu es dans l'entrepreneuriat social, je pense que le sujet, effectivement, c'est pas Ouais, construire, grave, c'est bâtir. bien sûr. Et en fait, ça peut pas se faire tout seul. Et donc, Mmh. c'est ça, à un moment, puis à un moment, après, voilà, tu es porté par les valeurs, tu porté par le chemin parcouru, tu es porté par, ceux qui donnent du crédit au projet et puis tu es porté par le fait que, encore une fois, c'est plus «je», c'est «nous», en fait C'est et nous. que, Ouais. c'est une Ouais. somme de «je» qui fait un «nous» et qui fait, ouais, qui fait avancer. Mais c'est vrai que, voilà, il y a vraiment un enjeu après, voilà, de bien se connaître, de bien savoir comment on fonctionne, de bien savoir de quoi on a besoin. Moi, j'ai été sauvée, plusieurs fois, une fois par un film et qui est en lien avec ce qui me sauve par ailleurs au quotidien. Le film, c'est «Encore», de Clapiche, Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce film. voilà, qui m'a réanimée dans mon engagement et puis la danse et puis Mmh. l'ancrage et puis le mouvement et puis le lien et puis un moment d'être aussi au clair sur le fait que, on peut pas embarquer tout le monde, Ouais. c'est sûr, c'est pas grave, et qu'il y a un moment, c'est aussi très, très important de choisir. Moi, je suis très teintée de la pratique narrative et je me suis formée à la Ouais. pratique narrative, très teintée en fait voilà, de cette notion de club de vie. Mmh. Hem, Tu choisis les personnes que tu as dans ton club et il y a un moment, c'est pas grave s'il y a moins de monde. Mmh. En tout cas, tout près de ton cœur, pour la formule, Mmh. c'est pas grave s'il y a moins de monde. Il vaut mieux les bonnes personnes. Ouais et ça Mmh. change Mmh. et c'est pas grave. Oui, Pareil, c'est dans pas la grave. formule narrative, tu as le musée, en fait, tu sais, tu as la réserve, la Mmh. collection permanente et les collections temporaires. C'est vrai. Bon, bah, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans la réserve. Mmh. Parfois, il y en a, tu peux les mettre dans les boîtes, dans la réserve, parce qu'il y en a qui ont été un peu plus toxiques que d'autres, mais ça fait partie de ta réserve. Ça fait partie de la Par vie. contre, ta collection permanente, tu fais gaffe et Mmh. puis ta collection temporaire, bah, tu acceptes que parfois les collections changent. C'est pas Mmh mh. grave. Mmh. On se nourrit les uns des autres, en fait. Tout à fait. J'avais une autre petite question. Si tu avais été un homme, je sais Ouais. que c'est pas forcément évident de le penser. Bah, Est-ce que en du fait, coup je pense que enfin, moi, j'aime bien cette notion de se dire que, l'humain, on est l'un et l'autre, en fait, la part, c'est un peu yin et yang. Moi, je sais qu'il y a une part féminine chez mon mari et il dit souvent que j'ai une part masculine assez forte, chez moi. Je pense que j'ai un masculin un peu fort quand même, Mmh. et un féminin. Le problème, c'est que je suis peut-être un homme et une femme en même temps, en fait. C'est Mmh. peut-être ça mon sujet. Donc j'ai le sac à dos de l'homme et le sac à dos de la Avec la femme. femme. Mmh. Mais j'ai pas de difficulté avec ça et d'autant que je trouve que ce qui est intéressant chez l'homme, c'est quand il a conscience aussi qu'en lui, il a forcément une part féminine et ce Tout à qui fait. devient intéressant dans un couple, c'est quand justement on arrive que voilà, quand, la part masculine, féminine de chacun est à peu près, est en conscience, bah, quand on va rencontrer ça chez l'autre, c'est là où du coup le couple devient quelque chose de très fort au-delà du genre féminin-masculin. Mais c'est vraiment voilà les parts de nous-mêmes qui expriment, a priori ce qui serait du registre de la fonction,
masculine et ta fonction, féminine. Un peu comme chez les parents, la fonction maternelle, il y a une grosse partie qui est quand même normalement délégable. Mais oui, messieurs! Et oui, mesdames, aussi. Ouais. Déléguer certaines parties de votre fonction maternelle, c'est normal, c'est possible. OK, donc il y aurait pas forcément eu de sujet, parce que je l'ai un peu senti quand, je t'avais bien suivi en tout cas au début du projet, de mémoire, il s'appelait Ashkind, femme de santé. Ah, mais ouais, bah oui, la liste de Hem, Maxime, ouais, ouais, femme de santé. ouais, Mais d'ailleurs, il y a des tu sais qu'il y a des hommes dans le réseau femmes de santé, tout comme dans le club Women Leadership et Résilience d'Esther Ribot, il y a des femmes et il y a aussi des mmh, hommes et je pense mmh, qu'aujourd'hui, pour moi, le féminisme, le féminisme, c'est pas faire du machisme, en fait. C'est pas faire comme les mecs en disant: «Bah non, on veut pas des femmes». Mais non, en fait. La non, de toute question, façon, c'est on de a besoin de notre construire les choses capacité ensemble. à faire Non, ensemble, en fait. bien sûr, c'est Et ensemble. c'est ça, quelque part. Je veux dire, si le féminin, enfin, si le féminisme d'aujourd'hui ressort les vieilles logiques des rapports de force et du communautarisme, mais en fait, on n'a rien compris, les meufs, là. Non, Il y puis a en un plus ça nous sujet, perd, bah quoi. non. Ça pour le coup, ça nous Et pour autant, on est féministe. Moi, j'ose me revendiquer féministe, mais je suis une féministe humaniste. ouverte et avec qui construit avec, les hommes. OK, OK, ça me va bien comme réponse. C'est-à-dire? Hem, non, parce qu'il y avait quand même ce sujet, si j'ai bien compris, qu'il y avait quand même moins de recherches, en Ah mais ça, santé c'est une pour les femmes. vérité. Mais C'est ça, une c'est une réalité. vérité. Regarde le On est drame de d'accord. l'endométriose. Oui. Alors, j'ai pas la mémoire des dates parce que je trouve que c'est, mais je crois que l'endométriose a été découvert au début du 19e siècle. Et aujourd'hui, il y a combien d'années de recherche sur le sujet? Je Alors ne sais peut-être parce qu'effectivement, il y a une majorité de professeurs en médecine qui sont peut-être des hommes, mais en l'occurrence, oui, il y a quand même une influence, c'est un principe de réalité. Mmh. Tu fais pareil sur les comex, je veux dire, tu fais pareil sur, les champions, tu fais pareil. Il y a un moment où effectivement le rapport s'inverse et la loi de Pareto est favorable plus aux hommes qu'aux femmes. Mais Mmh. ça veut dire que ça parle aussi, nous, de notre capacité à un moment bah, d'oser et de se soutenir suffisamment parce que, la sororité, c'est pas toujours aussi c'est un peu comme la fraternité, Ça va pas de soi. ça va pas forcément de soi. Donc on a besoin là aussi d'être bien au clair avec nous-mêmes pour pouvoir, être en lien avec les autres, faire confiance, s'entraider. Mais l'avenir de l'humanité, c'est l'entraide, hein. Ouais, Franchement, sinon on continue comme ça, c'est bon, c'est cuit, quoi. que je suis d'accord. Est-ce que peut-être pour finir, tu pourrais, voilà, partager quelque chose avec, nos auditoristes? Penser à ceux qui nous écoutent peut-être, au volant de leur voiture ou dans le métro en rentrant le soir, et qui se sentent un peu coincés, voilà, qui ont fait souvent des bonnes études. C'est souvent le cas des personnes que j'accompagne, qui ont, voilà, qui ont ce qu'on appelle une carrière, qui va bien. En tout cas, c'est un nom, qui va bien dans un CV, mais pourtant, il y a quelque chose qui manque, et qui c'est pas une petite chose. C'est quelque chose qui est plus essentiel, quelque chose qui manque plus aux tripes, au cœur, à quelque chose de plus fort qu'un simple détail qui se réglerait par un baby-foot ou je ne sais quelle plante verte ou quelques programmes d'un happy chief officer qui ferait pas l'affaire parce que tout ça ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inspirer, en passant par ton histoire à toi, ce qui a Mmh. fonctionné pour toi, ce en quoi tu crois? Moi, je suis avec le fait que pour pouvoir parce que souvent quand il y a une quête de sens ou qu'il y a une problématique, une dissonance, une problématique d'éthique, ça veut dire qu'il y a ouais, il y a un désalignement entre, qui je suis, ce que je fais et où je Ouais, suis, en fait. tout à fait. Hem, Moi, je crois que pour changer les choses et en l'occurrence pour changer le monde du travail, on a besoin d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Mais par contre, le pied qui est dedans, il doit être bien stable, bien en sécurité ou en tout cas, on a besoin vraiment d'être assez, encore une fois, robuste là-dessus. Si on est vraiment trop malheureux à l'endroit où on est, bah, en fait, il faut partir, quoi. C'est un peu comme un contrat de travail, c'est comme un contrat de mariage, en fait, hein, quelque part. Il est fait, pour nous protéger, pour protéger la relation et quand c'est plus OK, en fait, il est fait pour être rompu et là, c'est pas l'avocate, enfin, tu vois? Je veux dire, il y a un truc où, donc pour moi, si vraiment c'est pas OK, nos Québécois nous diraient: «Si c'est pas OK, en dedans». S'il y a un truc où vraiment c'est pas aligné,
On dépense tellement d'énergie quand on est en dissonance, en fait, c'est tellement de souffrance, tellement de Ouais, frustration que pour moi, ouais. c'est pas entendable parce qu'à un moment, ça va péter, en fait. Et le problème, c'est que quand ça va péter, j'aurai plus forcément la ressource pour pouvoir faire face et pour rebondir. Maintenant, c'est très difficile de partir. C'est beaucoup plus facile de rester. Dans un couple, c'est pareil. C'est beaucoup plus facile de Ouais, rester c'est vrai. malgré tout. Il y a plein de raisons et on se raconte plein, plein, plein de raisons pour pouvoir le faire et c'est juste. Maintenant, je me dis: «Est-ce que l'endroit où je suis, je peux agir quand même un peu?» Parce qu'en fait, on peut être conscient de certaines situations et justement de se retrouver aux manettes. Hem et dans ces cas-là, si on décide de rester, peut-être de se demander, sur quel puits est branché mon courage, en fait. Mmh. Où est-ce que voilà, où est-ce que je prends appui pour nourrir mon courage et surtout peut-être quand même toujours continuer le matin dans sa glace, pas se dire qu'on va devenir président, mais de se demander comment ça va pour de vrai et Mmh. d'essayer à cet endroit-là d'être le plus honnête possible avec soi-même autant que possible. Mais comment ça va vraiment? Et de se demander chaque matin en face quand on tape dans le dur. Moi, j'ai une espèce de tatouage, mémoriel d'une de mes amies quand on bossait, dans ce magnifique établissement public culturel, qui me disait: «Mais il y a des jours, en fait, je prends ma voiture parce que je me dis que si j'avais un accident de voiture, j'irais plus au travail». Et en fait, c'est resté très vif comme ça en me disant: «Putain, mais en fait, hem, la limite, elle venait de l'extérieur» et bah, peut-être ce que j'ai envie de partager là et moi, c'était un peu ça parce que finalement, j'avais pas conscience non plus de cette question de la limite. Je pensais que la limite, c'était l'autre qui disait stop ou c'était toi quand on pouvait plus Mmh. et ben, en fait, de se rappeler que, la limite, c'est moi qui ai la main dessus, en fait Mmh. et donc à celles et ceux qui nous écoutent de se rappeler que ce pouvoir-là, en fait, c'est le nôtre, en fait, c'est le tien, c'est le mien. C'est le tien, c'est le mien, en fait et que quelque part, pour pas glisser dans cette vague de la collaboration là, en fait, c'est ma vie, quoi. Mmh. C'est ma vie, c'est ma santé, c'est enfin, c'est ma vie. Mmh. Là, on en parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne, hein, je sais que ça il y a quelque chose qui se ressaisit quand je dis: «Mais voilà, le temps de vie, le temps de travail, c'est un temps de vie. C'est à qui je donne ma vie. Quand je donne ce temps de vie à l'autre, Mmh. j'enrichis qui? Je fais grandir qui? Je fais avancer quoi?» Et c'est fou parce que je travaille quand même avec des gens plutôt très intelligents, qui instruits, qui sont vraiment en décalage parce qu'en fait ce dont ils, la charge du projet qu'ils ont est très intéressant, mais parfois complètement déconnecté effectivement de ce que ça va nourrir et des conséquences que ça a derrière. Et c'est là où en fait travailler est un acte politique aussi, quoi qu'il en Bah, soit. on a été nourris au droit et au devoir. On a été biberonnés de ça. Moi, Ouais. ce qui a changé et tu vois, parce que finalement, c'est la question du rapport au temps, c'est très juste ce que tu dis et en fait, un des cadeaux, vraiment peut-être le cadeau de cet apprentissage du cancer du sein, c'est mon rapport au temps, en fait. Mon rapport au Mmh. temps, c'est plus une ligne d'horizon, en fait. Mon rapport au Mmh. temps, c'est une épaisseur. C'est vraiment une épaisseur. C'est là, en fait. Donc c'est pas pour dire le pouvoir du moment présent parce que je suis pas toujours capable de faire ça. Mais par contre, ça c'est venu remettre finalement ce qui était une espèce de ligne à plat, un peu plus en 3D, un peu plus en consistance. Mais encore une fois, en fait, c'est de se rappeler, putain, c'est ta vie. Et si c'est pas OK, c'est pas OK, en fait. Et c'est terrible parce qu'on a mille raisons, mille raisons. Mais si je me sens pas en sécurité, si je me sens pas bien, et cetera, j'ai raison, en fait. Il y a que moi qui Mmh. sens ça, en fait. Et c'est vrai que les gens ont besoin très souvent d'une validation extérieure, tant qu'elles souvent, hein, tant que les personnes sont pas au pied du mur, généralement, il y a, aussi le mot: «J'ai fait tout ça pour ça, donc je peux pas m'arrêter». Enfin, je veux dire, j'ai fait tellement d'années d'études, je me suis Oui, tellement mais sacrifiée oui, qu'en fait, du coup, mais ça oui, devient oui, une oui, double peine, en fait, de oui rester. J'ai et tellement souffert que mais oui maintenant, je et peux puis pas. ça a été conditionné aussi, alors on disait voilà par l'enfance, mais ça a été aussi conditionné par les études et aujourd'hui la fabrique de l'élite aujourd'hui, elle joue de Elle joue ça dessus. aussi. Bien sûr. Elle joue de ça aussi donc en fait, rappelle-toi à la base, voilà, qui tu es sous tes diplômes parce que quand tu tapes dans le dur, tu juste monsieur ou madame machin Ouais. Et ça tape dans le mur pareil. mais après, voilà, ça se comprend et puis il y a Ouais. la mécanique de l'ego et puis il y a la Mmh. mécanique, finalement au Mmh. mental on peut tout, Mmh. mais en fait, notre Et la corps est un problématique iceberg très et ouais. 20 Et la de la tête, problématique très hein, forte. pour de vrai, hein.
tout à fait. Et la problématique très, très forte qui est, je pense plus française qu'à l'étranger sur l'identité aussi. Je suis quoi si je ne suis plus ça? Ça, c'est Regarde tout ce qui s'est passé le post-covid, néant, quoi. tu rentres chez toi, il y a plus enfin voilà, tu plus d'identité professionnelle et Ouais, le sujet il est là, mais le problème c'est qu'effectivement, je me dis que j'existe plus si, mais si je craque, j'existe vraiment plus du tout vraiment en plus. fait Tout à fait, tout à fait. et par contre, ça veut dire il y a un truc aussi moi qui m'intéresse parce que tu vois, notre rapport au travail, il se construit aussi dans l'enfance beaucoup sur Ouais, la représentation de voir papa et maman au boulot et le rapport au boulot. ouais. Quel modèle on a envie d'être pour nos enfants en fait? Mmh. Alors C'est-à-dire moi, parce que ça m'a c'est vrai que c'est bien les mmh, classes prépa, c'est bien les mmh, diplômes, c'est bien les tout classements à de fait. sortie, c'est bien, c'est super. Mais Mmh. enfin, en fait, on fabrique quoi, en fait? Mmh mh. Mmh. Parce qu'il y a un moment, quelque part, le fait de regagner il y a enfin, je me dis, il y a 2 mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Pour moi, il y a Mmh. 2 choses qui sont terrifiantes dans nos vies d'humains. C'est effectivement la mort, la Mmh. finitude, ça va de Mmh. soi et la deuxième chose, c'est la liberté. Qu'est-ce Mmh. que je fais de ma Ma liberté de liberté. choix si Mmh. cela ne regarde que moi, si cela ne dépend que de moi? Et c'est encore le Maxime Rover illustré là, parce que je pense Ouais. que c'est lui. Non, non, c'est grosse c'est un autre, mais bon, pareil, sur la fabrique du consentement et cetera. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais de mon choix? Est-ce que j'ai rendu ma liberté de choix, quand j'ai signé mon contrat de travail? Est-ce que j'ai rendu ma liberté de choix quand je me suis mariée? Mmh. Est-ce que j'ai rendu ma liberté de choix quand je suis devenue parent? Là, il y a vraiment, une idée aussi de fidélité à soi-même, quoi. Parce qu'on peut avoir cru être au bon endroit et puis n'y être plus non plus et avoir le droit de changer. Mais effectivement, cette Ah liberté, elle oui. doit être tout le temps là. Si, à un moment on ne la délègue pas ou on ne la consigne pas quelque part, elle doit être, de tous Mais les instants. on revient au courage. Il y a un moment, se sentir Ouais, suffisamment le courage, l'estime de soi, la confiance de soi. Quel est le socle qui me permet, voilà, d'être dans cette affirmation de soi et puis à un moment de dire: «Bah, en fait, non les gars, mais en fait, c'est pas grave, c'est un principe de réalité aussi». À un moment, c'est non, l'i tout à fait. L'idée de non. reprendre les rênes de son existence en disant: «Bah, moi, je dis non à ça et je dis oui à ça», quoi. Ouais Et et puis c'est pas effectivement. forcément l'ego et la quête du développement personnel et cetera. Il y a un moment, c'est Non, c'est chouette de t'entendre parler aussi fortement que que je le fais quand je rencontre, voilà, des personnes qui sont dans cette situation de paralysie et c'est comme si elles allaient trahir toute leur vie, de se poser la question de, bah, ouais, de leur liberté d'être, juste ça et de ce qu'elles ont envie de faire de leur temps, pour réussir quoi? Pour être fières de quoi? Pour faire grandir quoi à l'intérieur d'eux? oui Mais et puis c'est là, fondateur. finalement, tu les as sur la part santé mentale, Oui, parce que ça altère la santé mentale, oui, mais finalement, le fait de pas se sentir en sécurité, parce que ça revient à ça quand même, hein. ouais, Bah, ça veut dire que à l'intérieur, ton corps, il est en mode aussi défense, quoi. Donc, oui, ton petit nerf vague, qui pourrait juste se dire: «Ah bah tiens, je suis en sécurité, je respire et cetera, je peux faire des trucs». ouais. Mais en fait, à l'intérieur, tu as tous les organes qui sont en mode: «Bah ouais, là, il faut se battre, il y a quelque chose à faire, il y a un combat, il y a un truc». Et c'est ça qui est pas tout Bah à fait ouais. facile, c'est que du coup, moi je dis aussi: «Je ne travaille pas bien si je ne suis pas en sécurité». Donc ça ne sert à rien. Donc en fait, je suis à la fois dans une démarche où je mets la personne en sécurité, puis là peut-être que du coup, bon, mes compétences juridiques peuvent aider sur des situations qui sont parfois, compliquées et en même temps, j'ouvre la fenêtre à quoi? Mais effectivement, il y a ce balancier parce que si je construis trop sur l'insécurité, ça s'appelle de l'auto-sabotage et ce sera pas durable. Et donc si je reviens Oui. au principe de durabilité et de robustesse, Mmh. bah, non. En fait, je suis obligée de travailler sur la durée et de prendre à chaque fois ces 2 éléments en compte parce que sinon, en fait, on se fait plaisir, on va vers son rêve ou son pseudo-rêve qui arrive pour finalement se re-raisonner et puis re-rentrer ensuite sur un chemin. On se disait: «Bah, allez, non, maintenant on s'est permis un petit écart de côté, on va revenir raisonnable, ça va Mais 5 tu vois, minutes, ça ça veut nous a dire fait que du bien, mais». finalement, la sécurité, il y a 2 choses parce que je peux imaginer que je suis en sécurité parce que j'ai mon taf, machin et cetera. Mais est-ce que je me sens en sécurité? Et en fait, C'est une être et sensation se relative, sentir en tout à sécurité, fait. c'est pas la même chose, en fait. Et il y a plusieurs sensations de sécurité parce que ça peut être une sécurité émotionnelle, ça peut être la sécurité financière, ça peut être bon, en fait, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, en fait, quand on parle de sécurité. Parce Bon, qu'effectivement, on pourrait reparler 1 heure ou 2, je pense, hein. oui, tout à fait, tout à fait. Et il est l'heure donc, et en plus tu as dit, tu nous as laissé avec
une conclusion. Donc, moi, je pense que j'ai enregistré ce qu'il faut dans la petite boîte. Eh ben, c'est super. Bah, Voilà. faisons le vœu que ça soit rentré dans nos petites boîtes noires et que on le traduise en actes dont on peut être fier en 2026. Ouais, ouais. On est en cette fin d'année. Écoute, si tu as besoin d'aide, de soutien, de renfort pour l'objectif Adhère, 2027, adhère, je suis là. hello asso, envie de résilience. En rigolant, on s'est dit donc on est à peu près, alors on a fait des estimations à 130 adhérents, mais on a un peu plus. Mais au 1er janvier, on est 130. Si chaque adhérent ramène un adhérent qui ramène un adhérent, à la fin de l'année, on est plus de 500 000. Ouais. Ah oui, Bah, dis donc, c'est plus que ouais, la comme ça. fédération de pétanque, plus que le Parti socialiste, plus que LR, plus que tout ça, tu vois, franchement. Donc, encore une fois, c'est pas un syndicat, c'est pas un parti politique, c'est une espèce de truc, mais ouais, on a besoin effectivement Même les d'adhésion toutes au petites, sens, structures comme les engagement. miennes, tu vois? Moi, je pensais que même les petites structures comme les miennes, comme la mienne. Ah, mais bien sûr, mais Ouais, OK, absolument. Et puis, OK, OK. il y a pas de petites pièces de puzzle, il y a que des pièces de puzzle. OK, bah, écoute, tu peux compter sur moi. Je me Welcome. souviens que j'avais été dans les premières sur les, femmes Ashkind là et puis Ouais. bon, il y avait des profils de docteurs, de bon bref, qui pouvaient apporter et puis moi je portais surtout la dynamique du burn-out qui est portée aussi par d'autres personnes mais écoute, je reviens volontiers. Eh ben, rejoignez-nous. Cette C'est tournée-là. un appel ouvert. Merci en tout cas, Je te souhaite Violaine, une belle pour cette continuation. conversation et Merci. cette Ben, invitation. c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché ou si tu vis quelque chose de proche, je t'invite à venir en parler sur Insta à Cap sur Ikigai tout attaché. J'y partage des repères, des réflexions et des ressources pour celles et ceux qui ne veulent plus vivre à côté d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de tout plaquer pour construire un travail qui te ressemble. Il suffit parfois de commencer à te réapproprier ce que tu es dans un espace sans blabla, posture ni tabou ou injonction à réussir. Juste un endroit pour explorer ce qui fait sens pour toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capé. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefrus.